Ok, bienvenue à tous. Donc, on continue dans ces capsules sur la science des données en actuariat. Donc, on est dans la section sur les modèles non supervisés et je vais parler un petit peu de cluster aujourd'hui. Alors, je suis désolé d'utiliser le terme en anglais. Historiquement, je pense qu'on appelait ça classification. Le problème, c'est que la classification et le terme devrait naturellement faire penser à des problèmes de classifieurs, c'est-à-dire de modèles supervisés. Donc, histoire d'éviter la confusion, quand je vais dire classification, de savoir si jamais c'est une classification supervisée ou non supervisée, je réserverai le terme de classification dans un contexte supervisé. Donc, on veut expliquer une variable qui va être la classe, en fait. Ici, on est dans ce problème de non supervisé de classe. Donc, on va créer nous-mêmes des classes. C'est ce qu'on va appeler des problèmes de cluster. Donc, constituer des clusters, des groupes d'observation. Donc, je vais raisonner de manière générale dans un certain espace. Donc, on est dans un espace avec une distance. Et on va essayer de créer des groupes qui sont les plus homogènes possibles entre eux et les plus différents des autres groupes. Ce genre de choses. OK. Donc, je vais basculer sur mes transparences. C'est sûrement ce qui est le plus simple. Donc, pour vous présenter essentiellement deux méthodes de recherche de clusters. La première, ce sera les K-means, donc qui seront un algorithme itératif pour créer des classes. Le deuxième, on passera un petit peu plus de temps, je pense, dessus, même si j'ai pas encore bien vu le temps qui était alloué à chacune des parties. Mais les approches hiérarchiques sont riches, mais nécessitent de spécifier un certain nombre de paramètres qui, qui peuvent rendre l'analyse potentiellement des fois un peu compliquée, parce qu'on ne sait pas trop comment créer nos classes. Okay, donc, on est dans ces approches de recherche de clusters, donc dans cette série dédiée aux analyses non supervisées, après avoir fait la réduction de dimension pendant essentiellement deux thèmes, c'est-à-dire sur l'ACP et l'analyse factorielle des correspondances. Là, on est sur un autre sujet qui est ce problème de créer des clusters. Ok, donc je renvoie là aussi à quelques références. Donc, les seules que j'ai mises sont celles du livre de François Husson et Jérôme Pagès et Sébastien Lé. D'ailleurs, j'ai mis le même, mais il y a la version en français et la version en anglais, classiquement. Euh, donc, dedans, il va y avoir une fonction dans leur package Factominer qui permet de faire cette analyse de classifieur, qui est cette approche hiérarchique. Donc le H voulant dire hiérarchique qu'on va pas mal utiliser par la suite. Dans les versions donc il y a un package, un cluster qui permet de faire de l'analyse de cluster qui est dédié à ça. Et sinon dans la version de base de R, en fait, il y a déjà deux fonctions qui permettent de faire tout ce qu'on va faire. Il y a K-means, qui est une fonction qu'on avait peut-être déjà vu, en particulier quand je vous avais fait des sorties d'ACP, où je vous avais dit, bon là on retrouve des groupes, puis j'avais mis une couleur. Donc je vais revenir là-dessus dans cette capsule aujourd'hui. Et l'autre approche, celle dont on parlera plus, c'est HClust, donc Hierarchical Clustering, où on va créer des modèles hiérarchiques, des structures hiérarchiques imbriquées de clusters. Okay, donc c'est vraiment autour de ces choses-là qu'on va discuter aujourd'hui. Les deux approches étant en termes philosophiques assez différents, même si le but final est le même, c'est de créer des groupes, si possible, assez homogènes. Ok, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on est dans un certain espace, donc peu importe, ça peut être un espace. Encore une fois, on a déjà vu en ACP, on a des espaces de variables, des espaces d'individus. Donc je peux m'amuser à regrouper des individus en ACP, mais je pourrais aussi m'amuser à regrouper des variables. Okay, donc là, je vous montrerai, par exemple, je crois que j'ai repris la base des températures, où j'essaie de créer des clusters de villes, donc dire, bah voilà, il y a certaines villes qui sont proches, d'autres au contraire qui sont dans un autre groupe. Donc on va essayer de voir comment on crée des groupes sur nos températures, mais je pourrais aussi faire des groupes sur des variables. De mémoire, je sais plus, je pense pas que je les ai dans mes capsules, mais je pourrais m'amuser à faire des clusters sur les sports au décathlon. Et se dire, si jamais je devais regrouper les sports dans 4 grandes catégories alors, catégorie, on ne sait pas encore comment les définir, mais catégorie de sport en tout cas, comment est-ce que ça se ferait? D'accord. Donc, on se doute bien que le 100 mètres et le 110 mètres E, ils sont proches, donc eux devraient être dans le même groupe. Mais est-ce que je le mets pour autant avec le saut en longueur? Voilà. Donc, l'idée étant que dans un groupe, les individus vont se ressembler. Okay, donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir mes observations dans un certain espace. Donc, le point de départ, c'est un ensemble d'individus. Donc, ici, je vais avoir n individus okay, qui sont dans un espace en dimension P, tout simplement. D'accord. Donc, comme une fois, je suis, comme dans les fois précédentes, je suis dans un problème non supervisé, dans le sens où je n'ai pas de variable réponse, je n'ai rien à expliquer.
Okay, je veux juste créer des groupes à partir de proximité, tout simplement, à l'intérieur de mon espace. Alors éventuellement, j'ai le droit de mettre des poids, dans le sens où je peux avoir un poids pays associé à chacune des observations. Donc ça peut être le cas, par exemple, si jamais je m'intéressais à des groupes dans lesquels voilà, je mettrais les 50 États américains, okay, puis je m'intéresserais à essayer de voir si je mets des États qui se ressemblent sur différents aspects. Donc ça peut être en termes de dépenses publiques en santé, de dépenses d'éducation, de taux de criminalité, ce genre de choses. Je me demande si des États sont proches. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a des États qui sont petits, des États qui sont grands. Donc peut-être qu'avoir des fractions de dépenses publiques associées à certains secteurs, sans corriger du poids des États, ça pourrait être malheureux, dans le sens où je pourrais peut-être avoir un point qui serait très éloigné des autres, mais si jamais son poids en tant que tel est faible, c'est peut-être pas si gênant que ça. Et en tout cas, on ne veut pas lui donner trop d'importance pour constituer nos clusters. Voilà. Mais bon, ça pourrait être l'occasion d'en discuter. Si jamais je ne le fais pas beaucoup dans ces capsules, prenez le temps de trouver des données, jouez avec et mettez des poids pour voir si jamais ça change quelque chose. Donc, on a des individus. Essentiellement, ça va être ça le point de départ. Hein. Donc, j'ai ces individus dans l'espace P et j'ai envie de créer des groupes. Okay, donc, des groupes, ça va être, je vais mettre les individus ensemble. Okay, alors, je vais revenir un petit peu là-dessus aussi. L'idée, c'est pas de séparer l'espace. Okay, c'est effectivement ce qu'on fera quand on fera des k-means, où le gros avantage des k-means, c'est que si jamais, par exemple, je me place en dimension 2, okay, donc j'aurai une composante x1, une composante x2, je vais m'amuser à découper l'espace en disant, voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc j'aurai une première région qui sera la région C1, j'aurai une autre région qui sera la région C2, puis j'aurai une dernière région qui sera ma région C3. Le principe avec cette approche, c'est que mes clusters sont associés à des régions de l'espace de RP, en fait. Et donc, si jamais j'avais une nouvelle observation, je pourrais automatiquement l'affecter dans une classe, tout simplement parce qu'elle serait plus proche des individus de la classe 3, par exemple. Ce ne sera pas du tout le cas quand on fera de l'approche hiérarchique. Et ça limitera peut-être un petit peu son approche, dans le sens où on va juste s'amuser à regrouper les observations dont on dispose pour créer des clusters. Point. Je vais juste vous dire, ces sports sont proches, donc je les mets ensemble. Je ne vais pas m'amuser à faire une espèce de typologie de sport pour essayer de comprendre pourquoi ils sont ensemble. On essaiera de l'analyser, le pourquoi, mais on ne va pas s'amuser à dire, OK, si jamais j'avais un autre sport qui arrivait et qui ressemblait à ça, voilà ce qu'on pourrait faire. D'accord? Donc, on est vraiment dans une séparation. L'idée, c'est de créer des groupes, et je me limite à ça dans ma définition. OK? Donc, j'ai envie de créer K groupes, où K va être spécifié a priori. En particulier, quand on fera des k-means, je ne vais pas m'amuser à vous faire des choix optimaux de cas. Okay, on va se donner un cas et on essaiera de créer des groupes. Quand on le verra quand on fait l'analyse hiérarchique, le cas il va se créer au fur et à mesure et donc je pourrais parfaitement me dire que je veux 2 groupes ou 3 groupes ou 4 groupes. C'est quelque chose qui se décide à la fin. D'accord. Donc la grande différence aussi en termes de méthodologie, c'est à quel moment est-ce que je peux choisir K. Dans le cas des k-means, on le décide au début, alors que pour la classification hiérarchique, on le décide à la fin. Alors, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une espèce de distance. Okay, donc, une distance entre individus, ce qu'on va utiliser comme terme, ce n'est pas exactement le terme distance, c'est ce qu'on va appeler une notion de similarité. Okay, donc, ma similarité va être définie sur mes indices. Okay, donc, ce qu'on va dire, c'est que ma similarité doit être identique, c'est-à-dire que, comme une distance, hein, la distance entre I et J doit être la même qu'entre J et I. Okay, donc, j'ai une notion symétrique normalement de similarité. Ma similarité, elle doit être bornée. Okay, donc, je dois avoir une propriété de ce type-là et elle est maximale quand je prends le même individu. Okay, l'idée étant que je n'ai pas envie trop de dire que 1 doit aller avec 1 parce que ça ne m'apporte rien en fait. D'accord. Donc, on peut s'amuser à normer cette version-là tout simplement en récupérant une mesure qui va appartenir quelque part à 0,1. Okay. Donc, bon, peu importe, mais on a le droit de normer ces mesures. Alors, la similarité, c'est bien. Ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de travailler sur une dissimilarité. Au lieu de voir qui se ressemble, on peut voir qui s'oppose. Okay. Donc, les notions de dissimilarité, c'est à peu près la même chose. Il va falloir que ce soit symétrique, mais donc, là, on voit clairement la distance apparaître. Okay. Ça sera nul si et seulement si les individus sont proches.
façon identique, pardon. D'accord? Donc ça aussi, donc je vais supposer que c'est borné, je peux le normer, d'accord? Donc on va appartenir à 0,1. Et donc on voit que je définis tout simplement une similarité et une dissimilarité, respectivement en prenant l'opposé l'un de l'autre. D'accord? Donc il nous suffira d'avoir un indice pour pouvoir constituer l'autre. Donc et je le dis depuis le début, on est sur des notions qui sont proches des notions de distance. D'accord? C'est pour ça que j'avais fait pas mal de rappels sur les notions de distance dans les capsules de rappel, en particulier d'algèbre linéaire, parce que les distances vont être très importantes pour créer des clusters. L'histoire des clusters, on le sent bien. C'est une notion de distance, on a envie de mettre des individus qui sont proches l'un de l'autre ensemble. Okay? Donc la distance, c'est une mesure de dissimilarité. Okay? C'est juste qu'elle est un petit peu plus contraignante, dans le sens où il faut qu'on ait une inégalité triangulaire. Et ça, je n'ai pas forcément envie de l'avoir. Okay? Donc ça va imposer une forme de convexité sur ma fonction, mais je n'ai pas forcément envie de l'avoir. Je peux parfaitement avoir des indices de dissimilarité qui ne vérifient pas ça, et malgré tout pouvoir faire des classifieurs. Okay? Donc la distance est un cas particulier. C'est bien parce que c'est une notion qu'on connaît tous. Okay? Mais il faut bien comprendre que il y a certains axiomes, certaines propriétés d'une distance dont je n'ai pas forcément besoin pour pouvoir regrouper malgré tout mes individus. D'accord? Alors, ça va quand même nous servir essentiellement de base dans pas mal de cas. Il y a juste une petite subtilité qu'on pourra avoir, c'est quand je vous présenterai Minkowski, je vais pouvoir créer éventuellement des indices qui ne sont pas exactement des distances. Mais avant d'y arriver, je vais y aller tranquillement. Donc, première étape, ça pourrait être d'utiliser des distances qu'on connaît. La distance la plus classique, c'est la distance euclidienne. Okay, donc la mesure euclidienne, c'est quoi? C'est tout simplement, alors je le fais uniquement en dimension 2 parce que c'est plus simple, mais on imagine que ça se généralise sans trop de problèmes. Okay, je vais tout simplement prendre la différence, donc en l'occurrence ici, la différence entre les carrés de mes observations, okay, entre mes observations x et y. D'accord. Donc mes composantes, alors dans cette définition, mes points sont définis sur un axe 1 et un axe 2. Okay, j'ai un point x qui est défini par x1, x2. Okay, et un point y qui est défini par y1, y2. Okay, donc je suis désolé pour une notation un tout petit peu troublante. Je ne vais pas avoir un axe qui s'appelle x et un axe qui s'appelle y. Mon axe s'appelle 1 et mon axe s'appelle 2. Okay, donc effectivement, ma distance euclidienne, qui est la distance qui se trouve ici, elle est définie comme la différence entre y1 moins x1 au carré plus y2 moins x2 au carré. Donc ça, c'est la distance euclidienne. Et on a vu, voilà, je renvoie aux capsules sur la CP, que c'était une distance qui était un peu problématique quand on fait l'analyse des données, parce que nos variables ne sont pas forcément de même unité. Elles peuvent avoir une dispersion qui est relativement différente. Okay, et donc, il est assez classique en fait de la normer. Donc, c'est la distance de Malanobis, okay, dans laquelle je vais tout simplement prendre les termes d'une matrice diagonale qui sera définie par les écarts-types. Okay, donc, je vais prendre l'inverse des écarts-types. Et quand je fais ça, ça revient tout simplement à centrer et réduire mes données et à utiliser ma distance euclidienne là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on faisait en ACP, donc il n'y a rien de bien nouveau. Okay, mais de manière générale, si jamais vous me donnez une matrice, là aussi, je renvoie sur une capsule que je n'ai pas eu le temps de faire, mais les slides sont en ligne, sur les espaces de Hilbert et les noyaux associés aux espaces de Hilbert. Donc ici, on aura un noyau qui sera linéaire. Okay, donc on va récupérer cette distance, okay, qui est tout simplement x moins y transposé q et x moins y. Okay, donc cet objet-là me définit une distance. Okay, encore une fois, je vous le mets parce que c'est une écriture assez générale, mais en fait, et je l'utilise ponctuellement dans les slides, mais classiquement, ce qu'on fera, c'est qu'on normera nos données. Okay, donc je vais normer mes variables, tout simplement en centrant et en divisant par l'écart-type. Okay, et après, j'utilise une distance euclidienne. Il y a d'autres distances qui existent, donc c'est ce qu'on appelle les normes LP. Donc les normes LP, je vais y arriver tranquillement, mais on commence par la norme L1. Donc la norme L1, c'est ce qui s'appelle aussi la distance de Manhattan. Okay, c'est tout simplement la somme des valeurs absolues. Okay, je reviendrai juste après dans un slide là-dessus. Donc ça, c'est une distance, okay, qu'on peut utiliser, qui consiste à dire que si jamais je prends la distance entre deux points, encore une fois, entre 1 et 2, si jamais je veux aller de ce point-là à ce point-là, on avait la distance euclidienne qui disait, ma distance euclidienne, elle est définie en prenant tout simplement le chemin direct entre ces deux points-là. Okay. La distance de Manhattan, elle ne nous dit pas ça du tout. La distance de Manhattan, elle nous dit, si jamais je veux passer du point X au point Y, je vais d'abord aller sur un des axes, puis sur le deuxième, ou inversement, sur le deuxième, puis sur le premier.
D'accord? Donc la distance, elle va être définie comme ça. Alors, on verra, ça change quand même pas mal de choses. En particulier, ça change énormément la géométrie de l'espace. Et je reviendrai là-dessus parce que ça va être important quand on fera nos clusters, quand on essaie de découper nos classes. Donc, la distance de Manhattan, c'est une distance assez populaire. C'est ce qu'on appelle la norme L1. Et je reviendrai là-dessus, encore une fois, souvenez-vous bien de la norme L1 parce que c'est une distance, enfin, c'est une norme qui est très importante et qu'on verra réapparaître quand on fera de la sélection de variables en particulier. Donc, quand je vous présenterai le lasso, on le verra réapparaître. J'ai remis la distance euclidienne juste pour qu'on voit un peu comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Okay, donc ici, j'avais des valeurs absolues sur le premier. Okay, ici, je fais apparaître des carrés. Donc en fait, de manière assez naturelle, on a envie de mettre une certaine puissance et c'est ce que fait la distance de Minkowski. Donc l'idée de la distance de Minkowski, c'est quoi? Donc c'est la norme LP tout simplement, qui consiste à dire je vais prendre les puissances PM des différentes composantes. Okay, donc je vais prendre du x1 moins y1 puissance p. Okay, donc au lieu de prendre la somme des carrés ou la somme des valeurs absolues, je vais prendre la somme des puissances p. Et histoire d'avoir quelque chose qui soit homogène et une distance, okay, d'ailleurs il y a une erreur ici, sur ma norme euclidienne, donc c'est pas exactement du puissance 2, c'est du puissance 1,5. Okay, donc je prends la racine carrée de la somme des carrés, donc c'est encore une fois on retrouve l'histoire du théorème de Pythagore quelque part. Okay, pour ma distance LP, je vais être obligé de diviser par sur 1 sur P. Okay, donc cette mesure englobe les deux autres. D'accord, donc si P égale 1, j'ai ma distance de Manhattan. Si P est égal à 2, j'ai ma distance euclidienne. Et on peut aller un tout petit peu plus loin. C'est le cas où on fait tendre P vers l'infini. En fait, si je fais tendre P vers l'infini, c'est la distance, ce qui s'appelle L infini. C'est tout simplement le max des valeurs absolues. Okay, donc ça, c'est la dernière distance dont on parlera. Après, je pense que j'en aurai pas d'autres que j'aurai besoin de définir. Mais cette distance L infini sera quand même utile. Donc on peut se demander, par exemple, c'est quoi la boule unité? Okay, c'est quoi les points qui sont équidistants de 0? Donc ici, j'ai mon point origine. Donc ici, j'ai ma norme L2, ma distance euclidienne. Tous les points qui sont ici sont à une distance de 1, de 1, 0. D'accord? Donc en l'occurrence, ici, j'ai que la distance entre 0 et mes points x est égale à 1. Okay, et c'est ma distance au sens distance L2. Maintenant, je pourrais faire la même chose sur la distance L1. Sur la distance L1, ce sera le dessin qui se trouve en haut. En haut. Pourquoi? Parce que si je pars de 0, 0, alors je vais juste changer un tout petit peu de couleur pour qu'on puisse voir sur mon dessin, mais ici j'ai une distance de 1 pour rejoindre le point qui se trouve là. Mais j'ai aussi une distance de 1 pour rejoindre le point qui se trouve là. Okay, sauf que si jamais j'avais ma distance L2, j'aurais quelque chose qui serait circulaire. Et ici, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, pourquoi? Parce que comment est-ce que je fais pour mesurer la distance entre le point rouge et 0? C'est tout simplement ces deux sommes-là. Et par des petites propriétés de géométrie élémentaire, mais effectivement, si jamais je me déplace de 0,4 et que je veux avoir une distance de 1, je vais monter de 0,6. Okay, au contraire, si je me déplace de 0,6, je vais monter de 0,4. Donc on voit arriver ce petit segment qui est tout simplement 1 moins x, okay, qui est le segment en haut à droite. Mais de manière inverse, je vais avoir l'autre point qui se trouve par là, puis je peux aussi aller en bas. Donc on récupère en fait les points qui sont sur ce carré. Donc ce carré, ce cube, c'est en fait la sphère unité ou le disque unité quand on a une distance qui est la distance L1. Okay, et le dernier que je vais présenter, c'est celui qui est en bas. Donc celui qui est en bas, au contraire, c'est la distance L infini par rapport à 0, tout simplement parce que je prends le max. D'accord, donc n'importe quel point qui se trouve ici se trouve à une distance de 1 de l'origine. Okay, donc on a ces trois formes dont il va falloir se souvenir, et j'en présenterai une plus tard quand on fera en particulier les notions de régularisation et qu'on verra les notions d'élastic net, où on verra qu'on peut s'amuser à bricoler un petit peu autour de ces distances. Donc classiquement, désolé d'avoir introduit ces distances, mais on fera la distance euclidienne. Il y a quand même quelques cas pour lesquels, alors, si jamais on n'est pas normé, on fait du Mahalanobis, mais Mahalanobis, encore une fois, c'est jamais que la distance euclidienne sur les données centrées et réduites. Okay, donc ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Donc c'est ce qu'on utilisera principalement, et en particulier dans les K-means. Quand je vous ferai des K-means, je le ferai presque exclusivement sur la distance euclidienne, pour des raisons qui vont arriver juste après. Alors, je vais juste vous représenter la géométrie de ces deux premières normes, la norme L1 et la norme L2, parce que
Euh, Ce que je veux surtout qu'on comprenne, c'est que changer de norme, ça va faire changer beaucoup les choses. C'est que la norme L2, elle reste incroyablement naturelle parce que c'est comme ça qu'on raisonne tout le temps. Un exemple très simple, donc je vous ai déjà fait le dessin qui se trouve en haut, qui est cet ensemble-là, c'est le cercle unité. C'est l'ensemble des points qui sont à une distance de 1 de l'origine. D'accord? Donc désolé, j'ai encore fait une typo. Ici, je devrais avoir un V. Okay, la distance de 0, ici, je devrais avoir un V. Enfin, peu importe, il faut que je sois cohérent surtout. Okay, donc je cherche tous les points qui sont à une certaine distance donnée de l'origine. C'est techniquement ce qu'on appelle un cercle. Okay, c'est comme ça qu'on définit le cercle, même je pense à l'école primaire. Un cercle, c'est défini par l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un centre. Point. Donc ça marche parce que c'est la distance euclidienne. Mais si jamais on en change, et on va le voir juste après, c'est pas ça. On l'a vu tout à l'heure, ça faisait un carré. Une autre propriété qui peut être intéressante, c'est trouver l'ensemble des points qui sont à égale distance de deux points U et V. Donc ici, j'ai un point U, ici, j'ai un point V. Comment est-ce que je fais pour trouver tous les points qui sont à égale distance de ces deux points? Et ça va être important, parce que là, je vois apparaître les notions de cluster où je vais créer deux classes. Je vais créer les points qui sont plutôt à côté plus proches du point rouge ou les points qui sont plus proches du point bleu. Okay, et ça, il s'avère qu'on sait le faire. En tout cas, ça aussi, on l'apprend en primaire. C'est que comment se construit ce séparateur. Déjà, ce séparateur est une droite. Okay, donc l'ensemble des points qui sont à égale distance de deux points dans le plan, quel qu'il soit, ça va être une droite qui est tout simplement la médiatrice de mon segment. Okay, donc je crée mon segment UV et je vais créer la droite qui est perpendiculaire. Donc j'ai le droit de parler de perpendiculaire, encore une fois, la norme euclidienne, elle est associée à un produit scalaire, donc il y a une notion d'orthogonalité qui se cache derrière. Okay, et ça va être une droite. Si jamais j'étais en dimension plus grande, si vous prenez deux points dans l'espace, ça va nous donner un hyperplan. Okay, donc j'avais déjà parlé des half-planes dans les rappels sur l'analyse convexe. Ces séparateurs linéaires, ça va être très 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 important par la suite. Okay, et on est par construction orthogonale à UV. Alors, où est-ce qu'on va retrouver ça? Alors, je vous ai mis une carte là, qui est sur le site des parcs nationaux américains. Je t'ai tombé dessus cet été, non pas en préparant le cours, mais en préparant des vacances. Donc, on a ici euh, des graphiques que vous avez peut-être déjà vus. C'est ce qu'on appelle des graphiques de Voronoi. Okay, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur de chacune des régions, alors je vais quand même essayer de faire un dessin qui soit à peu près propre, à l'intérieur de chacune des régions se trouve un parc. Et en fait, la région correspond à tous les points qui sont les plus proches de ce parc naturel. Donc en l'occurrence, je ne sais plus si le parc naturel il est un peu excentré à gauche ici. Donc le parc naturel qui se trouve là, il est ici. Okay, donc tous les points qui sont dans cette région jaune sont tous ceux qui sont les plus proches de ce point rouge, okay, en sachant que les points qui sont autour, ils avaient le choix pour aller ailleurs. Okay, donc en particulier, il y a d'autres parcs vers lesquels on pourrait se rendre, okay, qui sont ces parcs-là. Okay, donc, et il m'en manque un, il me manque celui-là, et puis celui-là. Okay, donc tous les points qui sont autour attirent aussi les personnes qui habitent dans cette région jaune, mais les personnes dans la région jaune sont plus proches du point rouge que de n'importe lequel des points bleus. Donc ce point-là, cette région va nous intéresser, et en fait c'est ça qu'on va s'amuser à construire par la suite. Okay, c'est les régions les plus proches de certains points, donc on va se donner un centre, et puis on va essayer de voir quels sont les individus les plus proches de ce centre. D'accord, donc ça va être associé à un problème classique en mathématiques discrètes, donc c'est les graphiques de Voronoi. Et point intéressant, et c'est surtout là-dessus que je voulais insister, heureusement que je n'ai pas continué, c'est que si vous regardez les séparateurs sont toujours des segments. Okay, donc en fait, pourquoi est-ce que ces séparateurs sont des segments? Ben, c'est essentiellement lié à la propriété qui est à droite. Le séparateur entre deux points, c'est toujours une droite qui va être orthogonale à ce segment. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait ici. Pourquoi est-ce qu'ici, j'ai un segment de droite ici? Simplement parce que c'est un morceau de la médiatrice associé à ce segment-là. Okay, pourquoi est-ce qu'au-dessus, j'ai encore un segment de droite? Tout simplement parce que c'est aussi cette intersection avec ma médiatrice. D'accord? Donc en fait, dès lors que je me donne un ensemble de points et que je veux trouver d'où est-ce qu'on est le plus proche, on est capable de rattacher, okay, en faisant ces graphiques-là, donc ces constitutions de régions qui nous dit de quel point est-ce qu'on est le plus proche. Pardon. Donc de quel centre de ma région est-ce que je devrais me rattacher. D'accord? Donc c'est ça qu'on va faire en fait quand on fera des K-means, c'est ça qui va se cacher derrière. Donc je vous ai juste remis des exemples
Donc c'est aussi lié à des problématiques qu'on appelle la triangulation de Delaunay. Okay, c'est utilisé par exemple pour les antennes satellites. Genre vous téléphonez dans la rue, vous voulez savoir où est-ce que vous allez, par quel relais vous allez passer. Okay, bah fondamentalement, votre espace se décompose comme ça. Vous allez toujours aller vers le relais de téléphone le plus proche. Alors, en téléphonie mobile, c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi une contrainte de saturation. Okay, mais si jamais l'espace est si jamais vous êtes tout seul à téléphoner, de manière optimale, vous allez toujours votre téléphone va toujours aller sur la borne relais la plus proche. Okay, donc c'est vraiment ça qui est important, c'est ce graphique-là. Alors ici, c'est sur les aéroports. Okay, alors, de manière un peu tordue, ce sont des découpages sur la sphère. Okay, mais on est aussi capable de voir quel est l'aéroport le plus proche de n'importe quel point du globe. Okay, donc ça vous permet de voir où est-ce qu'il faut vous rendre. Alors, à vol d'oiseau, c'est-à-dire en distance euclidienne, mais je pourrais faire la même chose sur des distances, sur des graphes, en particulier par des routes, et essayer de deviner quels sont les points les plus proches accessibles, quelles sont les régions les plus proches accessibles pour un aéroport. Voilà. Donc supposons que j'ai le choix entre deux aéroports, et assez naturellement, je vais aller vers le plus proche. Okay, si jamais je fais abstraction du prix. Okay, et là aussi, si vous regardez, vous observez toujours la même chose. Mes découpages sont toujours des petits polygones. Okay, donc on a toujours des séparations linéaires entre chacune des régions. Et ça, c'est une particularité qu'on va retrouver par la suite, qui découle toujours de ma propriété du fait que si jamais j'ai deux points et que je cherche à séparer l'espace en étant soit plus proche des points rouges, soit plus proche des points bleus, le séparateur naturel, ça va être cette droite. Et si jamais je suis en dimension 3, bah on retrouve, et là c'est aussi une propriété que vous connaissez, c'est une propriété de géométrie qu'on apprend en primaire, qui est que quand vous avez un triangle, okay, les trois médiatrices, elles vont s'intersecter en un même point, okay, qui est ce centre-là, d'accord, et qui vont me découper l'espace en trois. L'espace, il est tout simplement découpé en trois ici. Pourquoi? Bah parce que quand je suis dans la partie en bas à gauche, je suis nettement plus proche des points rouges. Donc ici, j'ai la région des points rouges. Après, j'ai la région des points bleus. Okay. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Après, ça se complique. C'est juste pour ça que je ne vais pas plus loin que 3 points. Parce que quand on commence à avoir 4 points, il va falloir faire un petit peu attention pour voir qui est où. Mais on voit apparaître cette géométrie, on voit apparaître cette séparation. Là où ça se complique, c'est quand on change de norme. C'est que là, ça marchait bien parce qu'on avait la distance euclidienne, mais si jamais je passe sur la distance de Manhattan, alors ça s'appelle distance de Manhattan essentiellement parce que c'est la distance qui est utilisée à Manhattan. Okay, si jamais je veux trouver le point, la distance entre le musée d'art moderne et les Nations Unies, non pas à vol d'oiseau, parce que je ne suis pas un oiseau, je veux y aller à pied, okay, ou même en voiture. En voiture, c'est plus compliqué parce qu'il y a des notions de direction. Mais si jamais je veux me rendre à cette direction-là, on voit que alors un des chemins qui m'est proposé, c'est celui-là, mais il est équivalent à avoir celui-là, il est équivalent à avoir celui-là. Et en fait, ma distance, elle sera toujours la même. Okay, mais c'est juste qu'elle va dépendre de comment est-ce que je me rends là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Essentiellement parce qu'il faut voir les deux dimensions comme ça. Donc on a notre dimension 1 et notre dimension 2 sur ce graphique-là. D'accord, donc je me déplace uniquement suivant les axes, et c'est ce que je nous raconte cette distance. J'ai le droit de me déplacer uniquement sur les axes X et Y. Okay, donc c'est ce que je faisais ici quand je vous disais que ma distance ici, elle était toujours de 1. Okay, j'ai le droit de me déplacer uniquement horizontalement et verticalement. Okay, puis je peux le faire plusieurs fois. Hein. J'ai le droit de prendre des sentiers un peu bizarres. Non, je peux pas revenir en arrière quand même. Mais voilà, j'essaye de trouver un chemin qui me permet de rejoindre le bord. Et ma distance sera toujours de 1. Donc la distance, enfin, la sphère unité, le cercle unité en dimension 2 pour la norme L1, c'est un carré. D'accord? Alors, donc ça, on l'avait déjà vu, mais est-ce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe sur ma médiatrice? Comment est-ce que je peux séparer l'espace en deux? Bah, l'espace, quand je le sépare en deux, je récupère ce séparateur-là. Donc les points qui sont les plus proches des points bleus, ce sont ceux-là. Okay, et inversement, les points les plus proches de rouge, ce sont les autres. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant, tout simplement, parce que c'est pas si simple que ça à construire. C'est pas des ensembles convexes. Donc c'est moins joli que nos petits polygones qu'on avait tout à l'heure, qui étaient, je rappelle, tous des petits polygones convexes. Donc ça, c'était quand même assez joli. Okay, mais là, tout d'un coup, on s'aperçoit que j'ai pas une région qui est convexe. Okay, donc on garde des espaces que je peux quand même interpréter parce que j'ai quand même des morceaux de segments, donc je dois pouvoir le faire. Mais on voit que c'est plus compliqué. Okay, et ici, je m'étais amusé à le faire pour différentes normes, ou plutôt mesures de dissimilarité DXY pour différentes valeurs de P. Okay,
Donc ici, je l'ai fait donc avec des points, 3 points, ok, dans mon espace qui est toujours mon espace XY horizontal vertical, quoi. Donc on retrouve un 2 qu'on connaît bien, celui-là qui est tout simplement ma norme L2. Okay. Ici j'ai ma norme L3, ici j'ai ma norme L infinie qui est un petit peu bizarre. Ici j'ai ma norme L 1.5, ici j'ai L1, d'accord. Donc on voit que même la norme L1, les graphes qu'on arrive à constituer, voilà, on a des régions un petit peu tordues. Donc cette région-là, il n'y a pas de souci, elle est convexe. Celle là-bas, en bas à droite, est aussi convexe, mais celle du dessus ne l'est pas. D'accord. Donc le seul cas qui nous renvoie à quelque chose de convexe, c'est cette distance en L2, okay, qui nous sépare l'espace de manière assez naturelle en fait. Okay. Donc ces notions d'ensemble de Voronoi, elle est très importante et c'est celle-là qu'on va principalement utiliser quand on fera des K-means. Donc maintenant que j'ai fini avec mes petites discussions géométriques, je vais juste revenir sur mon histoire des K-means et mon histoire de partition. Okay. Donc l'idée, c'est de créer des classes. Donc les classes, je vais les définir comme étant des partitions, dans le sens où, c'est quoi la définition d'une partition? Donc je vous renvoie là aussi à des cours de maths plus élémentaires. Mais si jamais j'avais un n individus, okay, que je veux mettre dans K groupe, donc je vais donc n individus dans le sens où j'ai mon ensemble qui s'appelle un n, c'est ce que j'appelle grand N. Okay. Donc j'ai envie de découper mes petits n, de regrouper mes petits n individus en K groupes. Okay. Donc je vais les mettre dans des catégories qui sont d'intersection nulle. Donc il n'y a pas le droit d'être deux fois, enfin il n'y a pas le droit d'être dans deux catégories différentes. Okay. Et il faut que tout le monde soit classé. Okay. Donc il faut que la réunion me donne l'ensemble. Et il faut que toutes les classes soient non vides. Et idéalement, ce serait bien qu'il n'y ait pas des classes vides. Okay. Donc ça, c'est vraiment dire que je veux K classe et pas un petit peu moins. Okay. Donc ça, c'est la manière dont on va définir nos K groupes. Okay. Enfin, c'est une propriété, la propriété qu'on veut avoir, sauf que des partitions, il y en a plein. Alors, je vous montre un petit exemple tout simple. J'ai 7 éléments. Okay. Je peux vous créer une partition en 3. Okay. Je vais mettre 1, 2, 3 ensemble. Je vais mettre 4, 5, 6 ensemble, puis je vais mettre 7 ensemble. Voilà. Donc j'ai créé une partition. Après, si jamais ça vous amuse, vous pouvez essayer de vous demander combien est-ce qu'il y a de partitions. Et là, on commence à voir arriver un problème un peu compliqué, c'est que vous allez vite voir que ce nombre il peut devenir grand. D'accord. Donc si jamais vous commencez à avoir une centaine d'individus qu'il faut classer en 4 ou 5 groupes, le nombre de tests possibles de clusters, il devient vite très très gros. Donc c'est là que repose le principal problème, c'est un problème de mathématiques discrètes qui consiste à noter que trouver une partition optimale, je n'ai pas encore défini mon terme d'optimalité, mais peu importe en fait. C'est une problématique de maths discrète. Donc peu importe la fonction que j'essaie d'optimiser, je l'optimise sur un espace qui est incroyablement gros. D'accord. Donc ça ne va pas être simple. Voilà. Donc une première idée, c'est les notions de K-means. Donc les K-means, c'est une notion assez intéressante qui consiste à dire, donc ça c'est le problème que je vais définir de manière générale, c'est de se dire, ok, je me donne mon cas, et j'ai envie de trouver quelque part les centres de mes groupes. Okay. Donc ce que je vais appeler un mu étoile, c'est les centres de mes groupes, donc les mu c'est mes moyennes, donc les notions de means. Okay. Donc K-means veut dire je cherche K moyenne, et ce que je veux, c'est résoudre ce problème-là. Donc je veux trouver l'ensemble de mes moyennes, okay, donc de mes K moyennes, telles que la somme de mes distances entre tous mes points et l'individu le plus proche soit le plus petit possible. Alors ça se voit encore mieux sur l'écriture suivante. Okay. Je cherche le point qui serait je cherche le groupe qui sera associé qui sera le plus proche de mon individu XI. Okay. Donc chaque individu, je les affecte dans leur groupe le plus proche et je veux tout simplement minimiser la somme de ces inerties ou de ces variances intra. D'accord. Donc j'ai envie de créer ça. Et ce qu'on voit apparaître, c'est tout simplement une notion de graphe de Voronoi qui consiste à dire, ok, si jamais j'avais créé mes groupes en disant voilà mes 3 moyennes, dans ces cas-là, il m'aurait fait une séparation toute simple en disant je vais créer les 3 régions comme ça. Donc les régions vont automatiquement découler de mes moyennes. D'accord. Donc une fois que vous avez créé vos paramètres mu, vous avez classé tout le monde et surtout vous avez créé des régions de l'espace dans lesquelles tous les individus qui sont dans cette région vont être affectés à la classe associée à cet individu, à cette moyenne.
D'accord? Donc les clusters, ce sont tout simplement les ensembles de Voronoi associés à mes paramètres de moyenne, mu1, mu4. D'accord? Donc c'est ça qu'on va essayer de résoudre, sauf que c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que ce qu'on peut montrer déjà, c'est que si jamais je veux créer K groupes de n observations en dimension D, le temps pour parcourir tout l'espace et trouver la solution optimale, elle est en n puissance dk multiplié par le log de n. Alors, le log de n, quelque part, il n'est pas très important, mais ce qu'on voit apparaître, c'est ce problème en dimension qui va vite exploser. Okay, donc, si jamais j'ai 100 individus en dimension 5 et que je veux créer 4 groupes, ça peut devenir assez gros. Okay, pourquoi? Parce que j'ai du 100 puissance 4 fois 5, donc 100 puissance 20. Okay, 100 puissance 20, c'est gros. Voilà, ça peut être vite très 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 long. Donc, on va oublier l'idée de trouver une solution optimale. Par contre, on va peut-être trouver une solution approchée. Et l'idée de la solution approchée, elle a été proposée, alors je vous parle de la méthode la plus ancienne, mais ça a été amélioré depuis, c'est l'algorithme de Loyd, qui consiste à dire, c'est pas très grave, si jamais on ne peut pas le faire, ce qu'on va faire, c'est juste prendre des points au hasard. Donc je vais mettre mes moyennes au hasard dans l'espace. Okay, alors, ce qui a été montré depuis, c'est que des fois, c'est mieux de ne pas les mettre trop au hasard et de les mettre de manière un petit peu intelligente, mais je le fais de manière un peu simpliste. Supposons que vous vouliez créer 3 groupes, vous mettez 3 points au hasard et vous regardez comment est-ce que les groupes vont s'organiser. Comment ça se passe? Premièrement, vous partez de ces valeurs initiales, vous créez votre graphique de Voronoi associé. Okay, donc vous découpez l'espace en 3, c'est simple, hein, c'est juste mes petites médiatrices. Une fois que vous avez créé vos individus, vous avez créé vos classes, vous affectez les individus, donc c'est la première étape, l'étape d'affectation. Donc tous les individus, je vais les associer à la classe la plus proche, tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, je vais les mettre à jour. Je vais mettre à jour, pourquoi? Parce que le barycentre associé à ce groupe, il a peut-être changé. Okay, donc ma moyenne, elle n'est plus vraiment la moyenne, parce que au début, j'avais mis mes moyennes au hasard, mais je n'avais pas regardé où étaient mes individus. Et donc, je vais peut-être avoir mes centroïdes qui vont bouger, parce que je vais calculer la moyenne sur chacun des groupes. Okay, je vais vous le faire sur un petit exemple, ça sera plus simple juste après. Et je vous mets un petit slide ici pour vous donner heuristiquement l'idée que ça va marcher, dans le sens où, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que cet algorithme, il a forcément une valeur qui va être décroissante. Okay, le problème, c'est que assez souvent, on aboutit dans un optimum local et rien ne nous garantit que c'est un optimum global. Mais je vais juste vous montrer sur un petit exemple. Voilà. Donc, j'ai des individus, donc, qui sont les points qui sont sur le graphique là. Alors, oubliez les couleurs un instant, je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire juste les points en noir, mais je me dis, il y a 5 groupes. Je me dis, il y a 5 groupes, alors, on les voit un peu les groupes. À la main, j'ai envie de dire, allez, mes groupes, ils sont là, quoi. D'accord? Donc, on voit mes groupes, et en tout cas, moi, en tant qu'être humain, c'est ça que je créerai. Donc, j'avais envie de me dire, l'algorithme, il a du sens si jamais l'ordinateur, il me dit la même chose. D'accord? Donc, ça, c'est un principe assez général. Quand on fait un algo avec une machine, on espère qu'il soit cohérent avec un a priori qu'on aurait dans un cas simple, okay, en se disant, si jamais c'est plus compliqué, peut-être que lui va voir quelque chose que moi, je n'aurais pas vu. Okay, donc, ça, c'est une stratégie qu'on adoptera pas mal par la suite. Mais ici, voilà, j'ai envie de me lancer. Alors, point de départ numéro 1, je crée mes 5, je tire au hasard 5 valeurs pour mes coefficients. Donc, je tire au hasard mes 5 mu, mes 5 means, mes 5 moyennes. Okay, une fois que j'ai créé mes 5 moyennes, je crée l'espace associé. Donc, je vais découper l'espace en disant, le groupe associé à cette région-là, ça va être tout simplement la région en haut à gauche, ce sera la région qui est ici. D'accord? Donc, je fais juste le graphe de Voronoi, en fait. Je dis, OK, ça c'est ma classe 1. Ensuite, je vais récupérer ma classe 2 en dessous, puis éventuellement ma classe 3 après. OK? Et donc, on récupère comme ça nos 5 classes. Donc, ça, c'est la première phase où je crée mes classes. Une fois que j'ai créé mes classes, c'est facile. Je vais affecter mes individus à mes classes. Donc là, tout d'un coup, je reproduis ici mon découpage. Okay, et donc, j'ai mes points dans les différentes couleurs qui apparaissent. D'accord? Donc, j'ai mes points réellement observés violets qui sont présents. Et, étape intéressante, je vais créer mon nouveau barycentre. Donc là, c'était mon point de départ où j'avais mon mu2. Mais là, je me dis, mon mu2, il doit représenter les individus qui sont présents ici. Mais les individus présents ici, on voit, ils sont pas mal concentrés en bas. Okay, donc en fait, mon barycentre, il va bouger un tout petit peu, c'est-à-dire que le point qui se trouvait là, il va descendre. Okay, et je vais avoir un petit peu la même chose dans plusieurs classes. Par exemple, dans la classe C5, j'étais parti par ici. Quand j'ai créé mes classes, on voit que mon centroïde, mon centre de gravité, va se déplacer un tout petit peu. Okay, donc l'étape d'après, c'est de se dire, OK,
j'ai créé j'ai obtenu des nouveaux mu. D'accord, donc, donc celui-là, on pourrait l'appeler mu0. Ici, je vais avoir mu1. Et là, on voit l'algorithme itératif arriver. J'ai récupéré des nouveaux mu. Je vais créer mes nouveaux graphes de Voronoi. Et en l'occurrence, ici, bah, ça va être ces graphiques-là. Okay, donc, avec les nouveaux centres de gravité, j'obtiens ces classes-là. Une fois que j'ai créé mes classes, je redécoupe. Une fois que j'aurai découpé, j'affecte. Une fois que j'affecte, pardon, je recrée mes centroïdes et je continue. Okay, donc on voit par exemple que la région C5, ben, elle se déplace un petit peu. Elle se déplace un peu, pourquoi? Parce que j'ai commencé à aller grignoter un petit peu vers le bas. Okay, donc je me déplace un petit peu vers le bas, mais en me déplaçant vers le bas, ben, cette fois-ci, donc mon graphe de Voronoi va encore changer. Mon graphe de Voronoi va encore changer. Je recrée mes régions. Okay, je recrée mes régions, je réaffecte mes individus, je calcule le barycentre associé à ces individus verts, je vais me déplacer un tout petit peu, et je recommence, et je recommence, et je recommence, et je recommence. Et on voit que ça se stabilise. Et on voit que ça se stabilise de manière assez intelligente, dans le sens où, effectivement, j'ai récupéré quelque part les 5 groupes dont je vous parlais dès le départ, qui sont les 4 groupes dans les coins et le groupe du centre. Donc on voit qu'en étant parti au hasard au début, finalement, on a convergé en quelques étapes vers cette valeur optimale qui constitue nos clusters. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle les k-means. C'est un algorithme qui est relativement simple. En tout cas, c'est de l'algorithme de Lloyd est assez simple à comprendre. Okay, le seul problème, c'est qu'il est très instable. C'est-à-dire que si vous partiez d'autres valeurs au départ, vous partez d'autres mu, c'est possible que vous arriviez sur d'autres groupes. Okay, donc je vais juste vous montrer ça sur les sorties de température, parce qu'encore une fois, c'est des exemples qu'on avait déjà vus. Okay, et je vais le faire dans un contexte d'ACP. Donc ça aussi, c'est assez classique en fait de dire que je ne vais pas travailler directement dans mon gros espace, parce qu'on a vu que ça complexifiait les problèmes. Peut-être qu'on peut réduire la dimension et faire une recherche de k-means sur l'espace projeté en fait. D'accord. Donc c'est ce que je vais faire ici où j'ai mes données de température. Okay, donc je fais une ACP sur mes données de température et je vais tout simplement aller chercher des k-means avec 3 centres. Alors, il s'avère que dans la fonction k-means, on a la possibilité de tirer d'autres groupes au hasard pour voir ce qui serait le plus efficace. Okay, pourquoi? Parce que donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de dire, bah, je vais tirer genre ici trois barycentres. Je vais regarder quelles sont les classes sur lesquelles j'arrive. Puis je recommence, puis je recommence, puis je recommence. Puis à chaque fois, je calcule l'inertie qui me reste. Donc l'inertie intra, d'accord. Donc l'inertie dans chacun des groupes. Ce que je veux, c'est que l'inertie dans chacun des groupes soit maximale. Okay, donc je veux que les groupes soient les plus homogènes possibles. Okay, et une fois que je générais peut-être 15 valeurs, dans ces cas-là, je garde le découpage optimal que j'ai eu. Okay, donc l'idée, et c'est des algorithmes classiques de stochastique qui consistent à dire, bah, si jamais j'ai peur d'arriver sur un optimum local, partez de plein de valeurs initiales, puis voyez dans quelle cuvette est-ce que vous êtes tombé le plus bas. Et dans ces cas-là, vous n'êtes peut-être pas à l'optimum global, mais vous êtes en tout cas sur le meilleur cas que vous ayez obtenu sur vos différents lancers. D'accord? Donc c'est ce que je fais ici. Donc je fais mes k-means. Alors, dans k-means, vous verrez, il y a un objet. Donc, res.km est un objet de type k-means. À l'intérieur de cette liste, donc comme toujours, les fonctions renvoient des listes en arrière. Dans cette liste, il existe un objet qui s'appelle cluster, qui sont tout simplement les classes de chacun des individus. Okay, donc, je vais créer ça comme groupe et je lui dis tout simplement, bah, fais-moi une visualisation d'une ACP en prenant comme couleur la couleur du groupe. Okay, donc, c'est ce que j'avais fait dans des graphes de l'ACP. J'étais passé assez vite. Et voilà ce qu'on obtient. Okay, donc, en partant de plusieurs. Donc, j'ai fait plusieurs simulations pour voir est-ce que mes classes étaient homogènes. Donc, à chaque fois, je demande 3 groupes. Okay, donc, je reste sur l'idée de ne pas trop changer le nombre de groupes. J'en veux juste 3. Et on observe, ma foi, des choses qui sont un petit peu cohérentes presque partout. Okay, en particulier, alors si je mets vous regardez de mémoire ce graphe-là et ce graphe-là, okay, on voit apparaître ce petit groupe de 3. On voit apparaître une espèce de groupe au centre qu'on retrouve là aussi. Et j'ai mon troisième groupe qui se trouve à droite. Alors les couleurs ne sont pas les mêmes parce que là aussi, je n'ai pas d'unicité de laquelle s'appelle classe 1, classe 2 et classe 3. Okay, donc, dans celui du haut, le groupe 1, c'est le petit. Dans celui du bas, le groupe 1, c'est celui de droite. Mais on voit qu'on arrive exactement au même découpage. Okay, alors, j'ai presque pareil sur le graphe en haut à droite. La seule petite subtilité, c'est que l'Irlande, qui pour l'instant était associé au groupe du milieu, tout d'un coup bascule dans le groupe de droite. D'accord, donc j'ai un groupe de points verts, j'ai ce groupe de points bleus, mais cette fois-ci l'Irlande n'est pas dedans et l'Irlande se retrouve dans l'autre. Et le dernier que j'ai obtenu,
me place la Turquie très 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 à gauche. Ok. Et ici, je récupère mes points, mes 2 points qui sont plus centraux. Ok. Et ce graphique-là. Ok. Donc ça, c'est les notions de K-means que j'applique sur mes données. En fait, je me rends compte que j'ai mal mis mon code. Le code que j'ai mis là n'est pas celui qui génère les graphes. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout les températures, c'est ce que j'ai fait sur la base jobs. Donc, puisque les températures, c'était des villes et pas des pays. Donc, normalement, la base qui est utilisée ici, c'est la base job, dans lesquelles, effectivement, on avait des pays. Donc, on avait les décompositions dans les secteurs d'activité des différents pays. Et je vous rappelle que la Turquie ressortait beaucoup parce que c'était un pays très, très, très agricole. En tout cas, à l'époque où les données avaient été collectées. Et donc, c'était clairement un outlier, ce qui ressort très clairement ici. Okay. Donc, désolé si jamais le code n'est pas bon. Refaites-le sur la base jobs, vous pourrez l'avoir, mais faites-le aussi sur les températures si vous voulez voir des clusters qui vont se dessiner. D'accord. Donc, ça, c'est l'approche des K-means. Alors, généralement, on ne va pas s'arrêter là. Parce que faire des K-means, c'est mignon. Vous avez créé vos groupes et à un moment, il faut les interpréter. Faut les interpréter parce que sinon, on perd. En fait, on ne sait pas si ce qu'on a fait est robuste ou pas. Alors, encore une fois, changez vos valeurs initiales, relancez l'algorithme et voyez si vous convergez vers la même chose. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce que donnent vos variables, en particulier quand vous faites des K-means sur les individus. Regardez comment se comportent vos variables sur les différentes variables. Et là, je l'ai fait cette fois-ci sur la température. Okay. Donc, quand je le fais sur la température, donc je l'ai fait ici avec 2 classes. Okay, donc, j'ai essayé de créer 2 groupes en me disant je vais essayer de séparer mon espace en deux. Encore une fois, dans la CP, j'avais une espèce de grosse patate avec plein de points, mais j'aurais bien créé 2 groupes. De température, chacun des mois qui soit à peu près homogène. Okay. Le découpage qu'il me propose, c'est de dire je vais découper entre les points à droite et je vais découper entre les points à gauche. Okay. Et sur le graphique du dessus, ce que je me suis amusé à faire, c'est de traduire ce qu'on observe ici, c'est-à-dire les températures moyennes dans chacun des groupes. Okay. Ici, j'ai le groupe 1, ici, j'ai le groupe 2. Ce qu'on observe, c'est que le groupe 2, il est toujours de température plus élevée, de peut-être 6 ou 7 degrés. D'accord. Et c'est ce que j'observe ici. Donc, ce que j'observe ici, c'est que la température moyenne des points bleus, elle est plutôt par là. Donc, effectivement, je suis plus froid pendant l'hiver. Je vous ai fait un graphe circulaire. Je reviendrai sur les données circulaires dans un autre slide, mais c'est une manière assez simple de visualiser. Donc, ici, j'ai janvier, février, mars, avril, et je continue comme ça jusqu'à décembre. Okay. Donc, mes points bleus sont de température qui est un peu plus importante que ceux qu'on observe au centre, qui sont les points rouges. Okay, donc les points rouges sont là, et ce qu'on observe, c'est que globalement, la température est plus importante. Ce que je vous encourage à faire, c'est tenter de le faire avec plus de groupes, donc peut-être 3 groupes, peut-être 4 groupes, et on pourrait observer des températures qui sont plus importantes l'été, ou plus importantes l'hiver. D'accord. Donc ça permet de voir un petit peu comment est-ce que nos groupes se séparent. Soit vous le voyez sous forme de tableau, soit vous faites une visualisation associée. D'accord. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter sur ces histoires de K-means. La prochaine étape, c'est de parler de hiérarchie et d'analyse hiérarchique de constitution de cluster. Mais je vais faire une petite pause pour l'instant et on se retrouve très bientôt.